Merci beaucoup à Créa de m'avoir invité ce matin. Je suis impressionné par le monde réuni par ces très belles journées. Vous avez mon compte Twitter, là. Je vous invite à tweeter. Je vais vous parler d'une situation révolutionnaire. Et notamment, je vais vous parler de la révolution du cerveau. Finalement, notre identité, ce que nous sommes, c'est notre cerveau. Et notre cerveau est à la veille d'une révolution tout à fait exceptionnelle, qui pose des questions médicales, scientifiques, mais surtout des questions politiques et philosophiques. La société de demain, elle va être formatée par les neurotechnologies. Neurotechnologie en silicium, l'intelligence artificielle. Neurotechnologie humide, l'évolution de nos neurones. Nous allons connaître des crises politiques, philosophiques et religieuses majeures autour du cerveau dans les décennies qui viennent. La confrontation entre l'intelligence artificielle et nos neurones va être une réalité, même si nous sommes très très loin d'avoir une intelligence artificielle dite forte, c'est-à-dire ayant conscience d'elle-même. Mais une intelligence artificielle n'ayant pas conscience d'elle-même est capable de faire des tas de choses bien mieux que nous. Nous sommes effectivement face à un tsunami technologique. Mais il faut bien comprendre que ce tsunami technologique, il est associé à une révolution idéologique. Il n'y a pas que la technologie qui change. Il y a aussi l'idéologie, avec l'apparition à côté de l'islamisme de la deuxième grande idéologie du XXIe siècle, le transhumanisme, dont l'épicentre est dans la Silicon Valley, dont l'objectif est de changer l'homme pour l'augmenter grâce aux technologies NBIC. Nous avons en fait un quadruple choc. Le développement des technologies NBIC, l'émergence des pays de la zone Asie-Pacifique, où les normes morales sont très différentes de nos critères judéo-chrétiens, avec notamment en Chine 50% des parents qui souhaitent utiliser les technologies génétiques pour augmenter le quotient intellectuel de leur bébé. 50%. Le développement des grands plateformistes, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, et puis du côté chinois, BATX, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Et puis, je le disais tout à l'heure, l'idéologie transhumaniste qui est en rupture radicale avec notre vision du monde. Ces quatre éléments conduisent à une immense rupture dans l'économie mondiale. Et l'économie mondiale de demain, elle a quatre caractéristiques. D'abord, elle s'appuie sur des technologies exponentielles, donc très peu prévisibles. On le savait avec la loi de Moore et les microprocesseurs, on va le découvrir avec toutes les autres technologies, notamment dans le domaine du vivant et dans le domaine cérébral. C'est une économie où l'intelligence va être gratuite. L'intelligence était rare, il fallait 30 ans pour faire un ingénieur. Et c'était cher un ingénieur. L'intelligence va devenir progressivement gratuite. Et elle va nous challenger. Et c'est une rupture radicale par rapport à un monde où on payait les cerveaux cher, parce qu'ils étaient rares et qu'il fallait des décennies pour les former. C'est une économie de démurgisation. Les transhumanismes et les technologies NBIC nous parlent de modifier notre cerveau, de modifier nos chromosomes, de former de la vie en éprouvette. C'est en rupture radicale avec un XXe siècle où on ne touchait pas à nos chromosomes, où on ne touchait pas à nos cerveaux. Enfin, c'est une économie de plateformisation. Vous le savez bien, il y a dans l'économie du XXIe siècle une prime énorme à ceux qui ont d'énormes plateformes comme les Google, Apple, Facebook, Amazon, 2 milliards d'utilisateurs de Google, 2 milliards sur Facebook en incluant Messenger, Instagram et WhatsApp. Ces énormes plateformes leveragent l'intelligence artificielle qu'elles éduquent et changent radicalement la donne dans beaucoup de métiers.
Technologie exponentielle. Vous le savez tous, les technologies nano, biotechnologie, l'informatique et puis la cognitique, c'est-à-dire les sciences du cerveau, l'intelligence artificielle et la robotique, sont en train de bouleverser l'organisation industrielle mondiale et vont aussi bouleverser notre identité biologique car elles vont servir à nous modifier, voire à nous augmenter. Dans le domaine électronique, la loi de Moore, énoncée par Gordon Moore, le fondateur d'Intel en 1965, vous en connaissez les résultats. Le premier transistor faisait 4 cm sur 3 cm sur 2 cm. Le deuxième transistor était un peu plus petit, il y a 5 transistors là. 1965, 64 transistors. Intel en 1971, le premier microprocesseur avait 2000 transistors. Le premier PC d'IBM en 83 avait 29 000 transistors. On est aujourd'hui à 10 milliards avec les nouveaux processeurs Intel. Intel estime qu'on aura autant de transistors que de neurones, c'est-à-dire 83 milliards vers 2026-2027. Mais un transistor n'est pas un neurone et ça ne signifie pas qu'un microprocesseur sera plus intelligent qu'un cerveau humain à cette date. En matière de puissance informatique, nous avons explosé tous les seuils et l'ordinateur le plus puissant au monde réalise aujourd'hui 92 millions de milliards d'opérations par seconde, 92 pétaflops, et il est chinois, avec des microprocesseurs chinois. Ce qui montre à quel point la Chine est en train d'émerger en grande puissance informatique. Le deuxième point essentiel, c'est la gratuité de l'intelligence, qui va tout bouleverser et qui va nous challenger individuellement et collectivement au-delà de ce que nous imaginons. Et je vous rappellerai la très belle phrase du champion du monde de jeu de Go, Lee Sedol, avant de débuter sa partie contre Google DeepMind: je vais écrabouiller Google. Il s'est passé exactement le contraire. C'est Google, le logiciel de Google, qui a écrabouillé le champion du monde de jeu de Go en mars dernier. C'est un tournant de l'humanité, nous explique le patron d'Intel il y a quelques semaines. C'est vrai que le neurone a 550 millions d'années, le transistor a 60 ans. Le neurone est encore supérieur au transistor, mais il est certain que le transistor, qui est 10 millions de fois plus jeune que le neurone, va beaucoup plus vite que le neurone. Depuis l'ère des premiers acteurs de l'intelligence artificielle, et notamment Turing, jusqu'aux grands data serveurs, il y a un pas de géant, mais nous ne sommes qu'au tout début du développement de l'intelligence artificielle, notamment dans sa forme qu'on appelle le deep learning. Cette explosion de l'intelligence, elle n'a pas été vraiment prévue. Le New York Times, en 1997, le 29 juillet 1997, expliquait dans un très beau papier, ça a 20 ans ce papier, que l'ordinateur ne saurait pas jouer au jeu de Go avant 100 à 200 ans. 19 ans plus tard, Google écrabouillait au jeu de Go Lee Sedol, comme je le disais tout à l'heure. Les gens de Google nous expliquent que nous allons passer d'un monde centré sur le mobile à un monde centré sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle et la nouvelle électricité nous explique le patron de l'intelligence artificielle chez Baidu, qui a un rire très 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 particulier, mais il faut s'en méfier, ce garçon est d'une intelligence redoutable et est en train de faire de Baidu, le Google chinois, un acteur majeur de l'intelligence artificielle, et vous aurez demain à vous battre contre Baidu autant que contre les Google, Apple, Facebook, Amazon. Grâce au développement du web social, du cloud computing, du mobile et puis du big data, les plateformes d'intelligence artificielle se développent grâce à nous. Nous sommes les idiots utiles de l'intelligence artificielle. Vous savez que l'intelligence artificielle, contrairement à nous, a besoin de beaucoup d'exemples. Quand vous montrez 3 dinosaures à un enfant, vous lui en montrez un 4e et il dit « dinosaure ». Quand vous montrez 3 dinosaures à l'intelligence artificielle et que vous lui en montrez un 4e dinosaure, elle ne dit rien. Il lui faut 1 million d'exemples pour reconnaître une forme.
Il faut d'énormes volumes de données pour éduquer l'intelligence artificielle. Quels sont les connards qui éduquent l'intelligence artificielle? Nous! Car qui est-ce qui met le 1,5 million de girafes nécessaires pour que l'intelligence artificielle reconnaisse une girafe? Nous. Le 1,5 million de bouteilles d'eau? Nous. Nous sommes les acteurs qui, jour après jour, mettons des milliards de photos, des milliards d'éléments qui permettent aux GAFA et à leurs équivalents chinois d'éduquer l'intelligence artificielle. C'est une situation extraordinaire. Nous travaillons gratuitement pour éduquer l'intelligence artificielle des grands plateformistes. Nous sommes des salariés bénévoles, ne touchant rien et bossant jour et nuit. Je vous rappelle que rien que sur Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, nous mettons chaque jour 10 milliards de photos, dont une bonne partie sont mises par ma fille. Un monopole est en train de se créer autour de l'intelligence artificielle. Un petit logiciel merdique, tout le monde est capable de faire ça dans son coin. L'intelligence artificielle, il faut des milliards et des milliards. Donc on a un monopole sur le hardware, parce qu'il faut des puces spécialisées, comme FPGA développées chez Microsoft ou TPU chez Google. Et puis, en termes de software, il faut des volumes de données énormes pour faire ce qu'on appelle de l'AI teaching, c'est-à-dire pour de l'éducation d'intelligence artificielle. Et là, pour l'instant, il n'y a que les grands plateformistes comme Google, Apple, Facebook, Amazon qui ont les volumes de données nécessaires pour éduquer l'intelligence artificielle. Et nous serons tous dépendants demain de l'intelligence artificielle des grands plateformistes. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas d'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire ayant conscience d'elle-même. Nous avons aujourd'hui des intelligences artificielles comme DeepMind de Google qui gagnent au jeu de Go sans savoir qu'elles gagnent au jeu de Go. Nous avons la Google Car ou la Tesla en mode autopilote qui conduit sans savoir qu'elle est une voiture. Mais c'est déjà révolutionnaire. On le voit dans le domaine de la médecine, avec rien que dans le domaine du cancer de la peau, un petit applicatif que vous pouvez télécharger en version bêta sur votre iPhone, à partir de l'iPhone 6, qui repère aussi bien qu'un médecin les cancers de la peau, et qui les repérera demain mieux que le meilleur dermatologue au monde. Et d'ailleurs, pour nous, docteurs, et je n'oublie pas que je suis chirurgien, la médecine personnalisée, c'est-à-dire la médecine basée sur notre génome, sur notre ADN, va être notre tombeau. En effet, c'est vrai que le malade, c'est de la data et que le docteur, c'est du software. Mais si on prend la médecine personnalisée en fonction de notre ADN, nous avons 3 milliards de bases ADN chacun dans nos chromosomes. Le séquençage représente 20 téraoctets. Nous avons chacun 2 millions de mutations. En cancérologie, 25 millions chacun. Et il y a 800 millions de facteurs dans les analyses en composantes principales permettant d'analyser notre ADN. Aucun cerveau humain n'est capable de traiter autant de données par malade en 15 minutes de consultation, déshabillage et rhabillage compris. Même Gregory House est incapable de traiter 20 téraoctets en 15 minutes, même les jours où il n'a pas pris trop de Vicodin, ce qui est rare, de surcroît. Donc le pouvoir médical va migrer. Cette médecine basée sur le big data, ça c'est la lentille que Google développe pour la surveillance des diabétiques avec Novartis. Cette médecine-là n'est pas la médecine traditionnelle que j'ai appris quand j'étais étudiant en médecine. Et nous rentrons dans un monde où le médecin va être subordonné à l'intelligence artificielle, comme aujourd'hui l'infirmière est subordonnée au docteur, dans les romans à l'eau de rose, mais pas seulement. Bien sûr, l'éthique médicale ne sera plus dans le cerveau des médecins, mais elle sera dans les logiciels, car aucun médecin ne sera capable de vérifier ce que l'intelligence artificielle aura fait des 20 téraoctets de mon ADN en 15 minutes de consultation, là encore. Y aura-t-il demain 12 vrais docteurs sur Terre, les plateformistes? Et les médecins d'aujourd'hui ne seront-ils que des vassaux? C'est une éventualité qu'on ne peut pas écarter. Il faut savoir que la seule école qui marche bien sur Terre et qui est scalable, c'est le training de l'intelligence artificielle. Pour aller de là à là, il faut 30 ans. Et c'est incertain.
On n'est pas sûr que son bébé soit radiologue ou machin, parfois il est ouvrier agricole. Chez Facebook, ils fabriquent 10 000 intelligences artificielles chaque jour, ils en gardent une sur 10 000, ils en euthanasient 9 999. Ça va plus vite que de fabriquer un ingénieur. Et c'est un gros challenge pour nous. Yann LeCun, le patron de l'intelligence artificielle chez Facebook, expliquait récemment que l'intelligence artificielle analysera mieux une radio que le meilleur radiologue au monde dans très peu de temps. C'est une réalité et ça montre d'ailleurs que les emplois qui vont être automatisés ne sont pas uniquement des emplois à basse qualification et que même des emplois considérés comme à haute qualification peuvent être automatisés. Finalement, quelle tâche va-t-il rester pour quels hommes ? Eh bien, la complémentarité entre le neurone et le transistor, elle n'est pas évidente, c'est un combat. Il va falloir se battre pour être complémentaire de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas, dans cette salle, que vous imaginiez que vous allez être spontanément complémentaire de l'intelligence artificielle. Vous allez être spontanément substitué par l'intelligence artificielle. Et il va falloir, à titre individuel et collectif par la politique, s'organiser, se battre pour être complémentaire de l'intelligence artificielle. Ça suppose de rénover complètement l'éducation, ça suppose de changer la politique, et ça suppose pour chacun d'entre nous, si nous ne voulons pas être au chômage jusqu'à la fin de nos jours, de nous remuer rapidement. Parce qu'effectivement, demain, il y aura deux catégories de gens. Les gens qui seront à l'office régional de placement, comme on dit chez vous, et les gens qui sont complémentaires de l'intelligence artificielle. 100% des gens qui ne seront pas complémentaires de l'intelligence artificielle seront à l'aide sociale. Il n'y a que deux possibilités, soit intelligence artificielle plus vous est supérieure à intelligence artificielle et vous avez un boulot, soit intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle et vous êtes à l'office de placement ou vous êtes à l'aide sociale ou avec un emploi subventionné par le gouvernement. Il n'y a pas de troisième possibilité. Il n'y en a pas. Tous les métiers ne vont pas être attaqués par l'intelligence artificielle demain matin. Ça, c'est l'axe de l'automatisation, ça, c'est l'axe de la qualification. Vous voyez bien que femme de ménage, c'est très difficile à automatiser demain matin parce que les robots coûtent encore très cher. Ouvrier, c'est difficile à automatiser contrairement à ce qu'on pense. Chauffeur, c'est plus facile. Les trucks self-driving se développent. Agents bancaires, hotliners, ils vont être massacrés. Les codeurs, pas tout de suite, mais à l'horizon 2030, les radiologues seront entièrement substitués par l'intelligence artificielle. Analyser un scanner et jouer au jeu de Go, c'est exactement la même chose d'un point de vue informatique, c'est du pattern recognition. L'IA analysera un scanner mieux que les radiologues, Facebook a raison dans pas longtemps. Donc, vous voyez les métiers qui restent d'avenir, les métiers où il y a une part mécanique importante, ouvriers, femmes de ménage, et puis les métiers de création, les designers. Et je pense que votre école a beaucoup d'avenir, plus que l'école de médecine formant des radiologues. Troisième dimension de l'économie de demain, la démurgisation. Les transhumanistes de la Silicon Valley, et notamment les gens de Google, veulent la mort des limites, la mort des limitations de l'homme grâce à la technologie. Parce que le transhumanisme est finalement une machine à démanteler les impossibles, à tuer les impossibles. Regardez, je vais prendre un exemple, le mois de septembre. Premier bébé à 3 parents biologiques, deux mamans, un papa. Le plan Facebook pour éradiquer toutes les maladies d'ici 2100, annoncé par Mark Zuckerberg en septembre. Le plan Microsoft qui annonce vouloir tuer le cancer d'ici 2026. La réaffirmation par Google de son objectif de tuer la mort. Le plan Musk pour envoyer sur Mars les premiers hommes d'ici 2023 et 1 million d'hommes d'ici 2080.
les initiatives diverses sur l'intelligence artificielle. Nous sommes en plein délire transhumanisme, nous sommes en plein délire démurgique. On voit que cette économie mégalomaniaque est totalement différente de l'économie bon enfant à laquelle nous sommes habitués. On est bien loin de la sagesse suisse. Mais la Suisse est bien placée pour cette économie qui est florissante, comme vous le savez. Tuer les limites, tricher avec la mort, nous dit The Economist, et les transhumanistes pensent que l'espérance de vie peut exploser encore plus vite qu'elle l'a fait depuis 250 ans au XXIe siècle, et pensent que le premier enfant qui vivra 1000 ans est déjà né, ce qui suppose de modifier beaucoup notre nature biologique et génétique, parce qu'il y a une vraie barrière génétique autour de l'âge qu'a atteint Jeanne Calment, 122 ans, qui n'a jamais été dépassé. Il faudra donc changer notre ADN, changer notre fonctionnement biologique pour dépasser les 125 ans, de préférence en meilleur état que Jeanne Calment la dernière année. Résoudre le problème de la mort, point d'interrogation, disait Time. Effectivement, la mort de la mort, pour reprendre le titre d'un de mes livres, la mort de la mort est l'objectif numéro 1 des transhumanistes, de Google et de la Silicon Valley en général, et elle est là encore en rupture complète avec notre idéologie judéo-chrétienne, petite bourgeoise. Bill Marris, le patron de Google Venture, expliquait récemment dans Bloomberg: les technologies que nous développons chez Google vont bientôt permettre de vivre 400 ans, et moi personnellement, qui ai 42 ans, je pense vivre entre 400 et 500 ans. Le directeur du développement de Google explique que la mort de la mort est accessible avant 2050. Le patron d'Oracle a investi 420 millions d'euros sur le sujet déjà, et il n'est qu'un des nombreux milliardaires, à l'instar de Peter Thiel, de Diamandis, qui investissent là-dessus. Et d'ailleurs, Time expliquait dans un papier de cover, il n'y a pas très longtemps, la mort peut disparaître en 2045. Et Time est quand même un journal sérieux, hein, c'est pas l'écho du jardinage. À côté de la lutte contre la mort, la Silicon Valley veut faire de l'enhancement, avec un accent français. The Economist expliquait récemment que les parents vont bientôt avoir des bébés à la carte, avec un meilleur QI, moins de maladies. Bienvenue Agatha Khan n'est pas très éloigné. Vous voyez toutes les conséquences politiques et philosophiques d'un monde où les parents augmenteraient le quotient intellectuel de leurs enfants. Que feront nos enfants si nous ne les augmentons pas ? Ils seront les domestiques des premiers. Sergey Brin nous expliquait il y a quelques mois: nous allons faire des machines qui raisonnent, qui pensent et qui font les choses mieux que nous le pouvons, nous, êtres humains. Ray Kurzweil, toujours directeur du développement de Google, nous dit en 2035, les gens auront des nanorobots connectés à leurs neurones directement vers le cloud computing. Ce qui permettra d'ailleurs à Google de répondre à nos questions avant que nous les ayons posées. Vous imaginez le potentiel publicitaire. Et il expliquait que Google nous connaîtrait mieux que notre partenaire sexuel nous connaît. Peut-être mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Quel avenir absolument merveilleux pour les publicitaires et les plateformistes. Dernier élément, donc, la plateformisation. La plateformisation, elle est fondamentale. L'économie, jusqu'à maintenant, était organisée sous forme de verticale. Honda faisait des voitures, Danone des yaourts, Novartis des médicaments. Les acteurs des technologies NBIC, ils horizontalisent la valeur et ils se développent dans plein de verticales. Google va vers les satellites, vers la lutte contre la mort, les maladies, les dispositifs médicaux, les dispositifs chirurgicaux, la pub, tout ça, vous connaissez ces métiers traditionnels, la voiture qui se conduise tout seul, etc., etc. Nous n'avons plus la segmentation par métier traditionnel et c'est un facteur qui change radicalement l'organisation économique. Avec les grands vainqueurs que nous connaissons tous, c'est-à-dire les gens qui piquent la valeur à l'économie traditionnelle pour aller vers le data mining, les algorithmes, l'intelligence artificielle et les technologies NBIC en général. Ce grand dadais, c'est sa photo de mariage qui est en train de devenir l'homme le plus riche au monde, Mark Zuckerberg.
est le premier à avoir compris à quel point l'intelligence artificielle allait complètement structurer l'économie mondiale. Ça a été le premier à investir massivement sur l'intelligence artificielle, même s'il a été depuis rattrapé par des gens comme Amazon, sur le dispositif d'intelligence artificielle reconnaissant la parole qui est Alexa Echo. Amazon a plus de 1000 ingénieurs temps plein. Bien sûr, tout ceci ne va pas se faire sans tiraillements politiques, sociétaux et philosophiques. Le XXIe siècle est le siècle de la contradiction entre les transhumanistes et les bioconservateurs, entre nous et l'intelligence artificielle et ses propriétaires. On a 5 sources de conflit. D'abord, autour de la captation de la valeur, autour de la dictature des algorithmes, de la mort du réel, de la violence qui va opposer les bioconservateurs et les transhumanistes, et puis autour du sens. Quel est le sens de cette folie transhumaniste et démiurgique ? Nos enfants accepteront beaucoup de choses, mais nous, on va grogner un peu. Le trou noir de la valeur, vous le connaissez tous, l'intelligence artificielle absorbe toute la valeur. WhatsApp s'est vendu 55 salariés, 4 ans d'existence, 23 milliards de dollars, Peugeot, 120 000 personnes qui travaillent dans les brouillards de Sochaux et de Montbéliard, il fait encore plus mauvais qu'à Bâle. Depuis 120 ans, ça vaut la moitié de WhatsApp. 120 000 mecs dans le brouillard qui font les 3-8, ça vaut la moitié de ce que 55 gamins avec 160 de quotient intellectuel ont créé en 4 ans. C'est dégueulasse. C'est immoral. Mais c'est comme ça. La valeur n'est que dans l'intelligence artificielle et l'algorithmique. C'est troublant et dégueulasse, mais c'est la nouvelle règle. Et ça va coincer, et ça va grogner. Et malheur à ceux qui ne maîtriseront pas la data demain, qui ne seront pas des mobilisateurs de symboles. C'est eux. Ça, c'est les plateformistes. Dans le Game of Thrones des plateformes, l'Europe n'a pas sa place, comme vous savez. Les GAFA sont américains, les BATX sont chinois, et les Européens, ils ont leur bonne conscience, leur morale et leurs anciennes rentes. Allons-nous devenir une colonie numérique des GAFA ? L'avenir n'est jamais écrit, mais si nous continuons à déconner, si nous continuons à soutenir uniquement les industries du passé et à ne pas développer les industries du futur, je ne parle pas de la Suisse, je parle de l'Europe en général, on est mal barré. Ça pourrait être tout à fait ça notre destin. C'est une plante carnivore, pour ceux qui sont un peu loin. Nous rentrons dans la guerre des cerveaux et il y a 2 guerres cérébrales. La première guerre cérébrale, elle est entre les cerveaux biologiques. La deuxième guerre cérébrale, elle est entre les cerveaux biologiques et l'intelligence artificielle. La deuxième guerre cérébrale commence. La première guerre cérébrale a déjà débuté et l'Europe et ce qu'on appelle les petits blancs l'ont perdu. Comme vous savez, depuis 1985, aux États-Unis et en Europe, les petits blancs ont vu leur revenu annuel baisser de 2% en 31 ans. Pas 2% par an, 2% sur les 31 ans. La mondialisation a ultra profité aux pays émergents, a diminué le nombre de pauvres de 2 milliards, a permis une augmentation de l'espérance de vie mondiale de 5 ans depuis l'an 2000. La mondialisation est formidable, sauf qu'elle se fait au détriment des petites classes peu qualifiées, blanches, d'Occident. C'est pour ça que Trump a été élu. Et ça va continuer, car il ne faut pas imaginer que le smigard français Bac-3 aux 35 heures peut moralement continuer à gagner 3 fois plus qu'un généticien de Bangalore Bac+10 sous prétexte qu'il est blanc et qu'il est né en Europe. Donc la baisse de la rémunération des petits blancs peu diplômés, elle va continuer et nous n'en avons pas fini avec le populisme. Cette guerre cérébrale, l'Asie l'a gagnée
est en train de la gagner, même si l'Europe n'a pas disparu de la scène, elle est juste en lent déclin relatif, comme le centre des États-Unis qui a élu Trump, alors que les deux côtes se portent très bien, comme vous le savez. La neurorévolution, la révolution de l'intelligence artificielle, la deuxième guerre des cerveaux, elle débute maintenant. Développement de l'intelligence artificielle, compréhension de la façon dont fonctionne notre cerveau, et je ne vais pas vous expliquer ça ici, alors que vous êtes à 50 km de l'épicentre de la recherche européenne sur le cerveau, avec le PFL. D'ailleurs, si j'étais à l'Université de Genève, je fusionnerais avec Lausanne et avec le PFL. J'ai rien dit, hein. Je dis ça, je dis rien, parce que je vais me faire foutre dehors. Je sais que je connais bien la Suisse, je sais que c'est un sujet un peu sur lequel vous êtes chatouilleux. Le neurobusiness va se développer. Lire le cerveau, aider le cerveau, renforcer le cerveau, fabriquer du cerveau artificiel, etc. Ça va être une source de business extraordinaire. Et ce que vous faites à Créa, pour ceux qui sont de cette école ici, est au centre de ces métiers liés au cerveau, les métiers de la conviction, de la persuasion et du marketing, que j'appelle le neurohacking, au sens non péjoratif du terme. Bien sûr, la deuxième guerre cérébrale, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle sur scène, conduit certains à s'inquiéter. Ne sommes-nous pas en train de réchauffer le serpent en notre sein ? Peter Thiel s'est inquiété des risques liés à l'intelligence artificielle. Elon Musk, le fondateur de Tesla aussi. Bill Gates a dit « Je ne comprends pas que les gens n'aient pas peur », ce qui n'est pas une phrase rassurante. Ray Kurzweil explique qu'en 2045, l'intelligence artificielle sera 1 milliard de fois plus intelligente que la réunion des 8 milliards de cerveaux biologiques, ce qui n'est pas non plus complètement rassurant, venant du vice-président de Google. Et Yann LeCun, donc le directeur de l'intelligence artificielle chez Facebook, expliquait au Figaro le 17 juin dernier « N'ayez pas peur de l'intelligence artificielle, un scénario à la Terminator est impossible avant 2035 ». Je serais même pas encore mort. Que va-t-on faire des cerveaux biologiques ? C'est une vraie question. Alors on a plein de solutions, le revenu universel, payer les gens pour ne rien foutre, la soviétisation, pour changer une porte-fenêtre, il faut 18 tampons, un à Berne, un à Zurich, un machin, on passe sa vie à remplir des papiers, comme ça on s'occupe. La japonisation avec des services à basse productivité, le neuro-enhancement, c'est ce que propose la Silicon Valley, augmenter notre cerveau et l'interfacer avec des microprocesseurs, ou élargir les buts de l'humanité dans la sphère à but lucratif ou à but non lucratif. Sébastien Schwan, le fondateur de la Google Car, expliquait dans The Economist « Il va être de plus en plus difficile au cerveau biologique d'avoir une utilité sociale. Mais il faut se battre, et donc il faut rénover l'école pour nous donner une toute petite chance d'exister face à l'intelligence artificielle au XXIe siècle. » Je crois que c'est une parole sage, sachant qu'interdire l'intelligence artificielle sur la planète entière me semble un peu compliqué. Je pense que les Chinois nous riraient au nez, vu l'état de la défense suisse, belge et française réunis. Alors, que va-t-on faire des quotients intellectuels inférieurs à 250 en 2050 ? C'est une vraie question, c'est une personne sur 2000. Qu'est-ce qu'on va faire des autres ? C'est une vraie question. Et là encore, je pense qu'il y a un combat à mener pour changer l'école de manière à ce que nous ne soyons pas écrabouillés par l'intelligence artificielle. D'ailleurs, dans Wired, Obama, dans une interview vidéo testament extraordinaire, explique que c'est un sujet important de savoir ce qu'on va faire des humains sur le marché du travail demain. Ma conviction, c'est que demain, l'école va gérer les cerveaux davantage que les savoirs et qu'on va vers une civilisation qui va développer la fusion de l'éducation, de la santé, de l'informatique et des neurosciences de manière à lutter contre l'intelligence artificielle. D'ailleurs, 23andMe, filiale minoritaire de Google, dirigée par l'ex-femme du fondateur de Google,
a déposé un brevet en septembre 2013. Si ça vous amuse, je peux vous l'envoyer. Il est sur la base IBM des brevets. Pour la sélection des bébés, pour faire des bébés plus intelligents et en meilleure santé. On voit bien que la Silicon Valley a une réponse à l'intelligence artificielle. C'est l'augmentation des cerveaux biologiques humains. Certains vont un petit peu plus loin. Elon Musk, dans une interview le 2 juin 2016, expliquait qu'il est urgent d'hybrider nos cerveaux avec des chips, avec des microprocesseurs, avant que l'intelligence artificielle ne nous transforme en animaux domestiques. Et il rajoutait « J'ai bien peur que bientôt, l'intelligence artificielle nous traite comme je traite mon labrador ». Alors, je pense qu'il traite bien son labrador, mais ce n'est quand même pas une situation enviable d'être le labrador d'Elon Musk. Ce garçon, retenez bien, Brian Johnson, retenez bien son nom, vous en entendrez parler dans les années qui viennent, a développé une société dans la Silicon Valley pour développer des implants intracérébraux, donc dans la lignée de ce que Kurzweil, le vice-président de Google, explique, de manière à augmenter nos capacités intellectuelles et là encore nous permettre de lutter contre nos défaillances cérébrales et puis lutter contre la prééminence de l'intelligence artificielle dans les décennies qui viennent. La hantise du déclassement va être majeure pour nos classes moyennes et pas seulement nos classes moyennes. Les deux guerres cérébrales, l'Occident en a partiellement perdu la première. Elle a conduit à la vague populisme, la Trump-Brexisation, qui est la revanche des oubliés de la mondialisation. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on voit très bien sur l'évolution des salaires que l'intelligence artificielle est en train d'augmenter la rémunération des gens les plus intelligents et de baisser la rémunération en valeur relative des classes moyennes et des gens moyennement intelligents, ce qui va à l'évidence déstabiliser nos sociétés car l'importance de la classe moyenne est fondamentale pour la stabilité de nos sociétés occidentales. En économie, jadis, on avait une équation simple, la production, c'est du capital plus du travail. Progressivement, une nouvelle forme de capital est en train d'arriver, l'intelligence artificielle. Le travail non qualifié se volatilise et le travail ultra qualifié est en train de se transformer en réalité en capital associé à l'intelligence artificielle, car les meilleurs salariés ne sont plus payés en salaire mais sont payés en actions. Et donc c'est un coût en capital, et donc ça fait partie du capital. La réalité, c'est que nous sommes en train de détruire le travail. Il n'y a plus que 3 formes de capital. Le capital traditionnel, l'intelligence artificielle et les salariés de très haut niveau payés en actions. Donc comme s'ils représentant un coût en capital. Et ça, ce sont les prémices d'une immense crise sociale et politique si nous n'y prenons pas garde. Va-t-on vers une utopie techno-marxiste, on en parle beaucoup en France, pour éviter un scénario à l'Elysium? Tuer l'argent, donner un revenu universel de base à tout le monde? Cela me paraît suicidaire, car si nous commençons à donner un revenu universel à tout le monde, nous allons faire le jeu de l'intelligence artificielle, car nous allons avoir une part de la population de plus en plus importante qui ne sera pas compétitive face à l'IA. Il vaut mieux, de mon point de vue, d'un point de vue politique et pour notre avenir à tous, nous battre pour augmenter la qualification des gens en rénovant radicalement l'école, plutôt que d'avoir demain 95% des gens nourris par l'intelligence artificielle et donc un scénario à la fin, à la Terminator, sans exagérer. Deuxième point de friction, la dictature algocratique, c'est-à-dire le fait que nous sommes prisonniers des algorithmes, que nous vivons dans la religion de la data, le dataïsme, et dans une algocratie où tout est déterminé par la data. Les nouveaux appareils comme Alexa et puis OK Google, que Google est en train de commercialiser, nous mettent dans une dépendance extraordinaire vis-à-vis de l'intelligence artificielle des plateformes. Et le pire, c'est que les gens sont contents. Dans un sondage d'il y a 5 mois, 58% des Français sont prêts à donner leur dossier médical au GAFA. Et chez les jeunes et les ados, c'est 68%. Nous sommes donc tous prêts à donner nos données les plus intimes à l'intelligence artificielle des grands plateformistes. Nous avons accepté la dictature des algorithmes menée par la Silicon Valley. La fragmentation du réel est un troisième problème. Nous avons un éclatement du réel entre les rêves modifiés, les rêves traditionnels, la réalité virtuelle, la réalité augmentée,
le monde filtré par l'intelligence artificielle, parce que quand nous tapons une requête dans Google, c'est Google qui nous répond, ce n'est pas forcément la traduction du réel. C'est ce que Google a choisi de nous montrer comme réel. C'est un réel filtré. Le réel collectif des réseaux sociaux et puis le vrai réel, ce qu'on voit avec nos yeux et nos oreilles. Cet éclatement du réel, c'est un vrai problème politique. Et quand vous voyez le patron de Netflix récemment expliquer notre business model n'est pas de vous délivrer des MP4 jusqu'à la fin des temps, c'est demain de vous donner une pilule qui par voie neurotechnologique vous permettra de voir le film, on se dit que le monde de demain va être compliqué pour les vieux de ma génération. Car la pilule Netflix à la place du MP4, je n'y suis pas préparé. Vous peut-être, mais en tout cas moi, je vais hésiter le premier jour. Cette fusion de l'intelligence artificielle, des apps, de la réalité virtuelle et augmentée, je le répète, elle pose plein de questions. Le risque d'une prison algorithmique, d'une dictature des algorithmes, d'une mort du réel, de neurodictature, de la mort de la neurotransparence. Il va falloir réfléchir rapidement à tous ces sujets. Quatrième point de friction, le retour de la violence. Je vais juste parler de maternité 2 minutes. Regardez en matière d'évolution de la maternité en un siècle ce qu'on aura fait. L'accouchement sans douleur, la contraception, le dépistage génétique, la fécondation in vitro avec sélection puis avec modification des embryons, la grossesse pour autrui, les bébés avec 3 parents, les premiers sont de septembre, je le disais tout à l'heure, les bébés issus de 2 garçons ou de 2 filles, c'est avant 2025. Chez l'animal, on sait le faire régulièrement. Les bébés sans parents, Church y travaille à Harvard, on l'aura avant la fin du siècle avec de l'ADN fabriqué tabula rasa et l'utérus artificiel, défendu par les homosexuels notamment, c'est entre 2050 et 2100. Face à tout ça, ça c'est Church et son projet de bébés sans parents. À cause de tout ça, nous avons la montée dans des pays comme la France, d'une revendication de retour à la norme. Ça, c'est la patronne de la Manif pour tous, le anti-mariage gay, à qui je disais, parce qu'elle m'avait invité à l'une des assemblées générales, alors même que je suis favorable au mariage homosexuel, et je leur avais dit à cette bande de conservateurs, catho-versaillais, je leur ai dit, mes pauvres amis, si le mariage de 2 mecs qui s'aiment ou de 2 filles qui s'aiment vous traumatise, il vaut mieux vous flinguer tout de suite, parce qu'avec ce qui arrive, vous n'allez pas supporter. Le problème de la norme, c'est qu'on change d'éthique et on change de norme comme on change de chemise. On pense qu'on a des normes éthiques fiables, mais ce n'est pas vrai du tout. Ça, c'est un des hôpitaux en Amérique du Nord, en l'occurrence au Québec, où on faisait plein de lobotomies dans les années 50, 40 et jusqu'au début des années 60. Et on coupait le cerveau en 2. Et au Québec, on a même été lobotomisé des garçons parce qu'ils se masturbaient trop. Avec l'accord du ministère de la Santé, des chirurgiens, des parents, des éducateurs et du directeur de l'école. On pensait que c'était tellement péché de se masturber qu'on préférait couper le cerveau en 2. Vous imaginez qu'aujourd'hui, ça nous paraît ridicule. Enfin, la plupart d'entre nous, à la Manif pour tous, certains approuvent encore, sans doute. Vous voyez à quelle vitesse on a changé de norme éthique. Ça, c'est la sœur du président Kennedy. Elle a été lobotomisée parce que ses parents craignaient que le fait qu'elle couche trop allait perturber la campagne électorale du président Kennedy. On lui a fait faire une lobotomie, il y a eu une infection, ça s'est mal passé, elle a fini en fauteuil roulant, ils l'ont mis dans une institution, ils allaient la voir pour Thanksgiving. Elle n'a plus jamais couché avec un garçon depuis son fauteuil roulant, la famille Kennedy était enchantée. À propos, on voit que les Kennedy sont beaucoup moins gentils que la légende des journaux féminins le laisse penser. Accessoirement, il y a des différences éthiques formidables d'un pays à l'autre. En Belgique, comme ici, l'euthanasie est légale. En France, c'est 50 tôles pour un médecin. Nous avons une évolution extrêmement rapide des normes éthiques.
Regardez, à gauche, c'est Jeannette Vermèche-Thorez, la femme de Thorez, la femme la plus progressiste de France. Au moment du débat sur la pilule en France, elle avait dit « Jamais le Parti communiste français n'acceptera que les femmes travailleuses forniquent comme les bourgeoises. » Je ne sais pas si vous avez bien compris. Depuis, le Parti communiste a accepté la pilule. Mais 50 ans plus tard, vous avez plein de gamins, et c'est pas seulement sur Snapchat, qui se mettent à poil sur Internet. Et là, j'ai pris une photo prude, parce que souvent, c'est beaucoup plus osé. Vous voyez à quel point les normes éthiques morales ont changé. Jamais ma génération n'aurait fait ça. J'ai vivement déconseillé à mes enfants de le faire, parce que le jour d'un entretien d'embauche, ça pourrait faire tâche. Les normes éthiques changent, mais pas les tabous. Car vous remarquerez que les gens qui ont des petites bites ne mettent pas des photos d'eux sur Internet. Donc les tabous persistent. Et il n'y a pas encore de thérapie génétique pour augmenter la taille des sexes. Donc voilà. Dans le futur, nous ne savons pas ce que nos enfants feront et il va être compliqué d'avoir des normes éthiques internationales. Il y a eu une demande internationale des savants de bloquer les thérapies géniques sur embryons. En mars dernier, avec un grand papier dans Science. 8 jours après, les Chinois nous pissaient à l'arrêt et publiaient les 64 premières modifications génétiques sur embryons. Alors, ils ont tué les embryons après, ils n'en ont pas fait des bébés, mais on voit bien à quel point il va être compliqué, quand on a la force militaire nulle que nous avons, d'imposer notre vision éthique, par exemple à la Chine. On fait un moratoire international, ils publient une semaine après, en se foutant ouvertement de notre gueule. Et les Chinois sont très eugénistes, ils vont faire de l'eugénisme intellectuel, et comme je vous le disais tout à l'heure, une famille chinoise sur 2 souhaite utiliser les technologies génétiques pour augmenter le QI de leur bébé. Je ne sais pas comment vont faire nos enfants si nous ne faisons pas la même chose. Peut-être auront-ils mandarin en première langue et puis français en option langue régionale. J'ai fini dans 17 minutes. Non, c'est pas vrai, c'est de mal. Vous en avez marre? J'accélère. Peut-il y avoir une contre-révolution? Ce qui est sûr, c'est que nous sommes, nous, Européens vieillissants, des petits bourgeois. Alors, aujourd'hui, il y a plein de jeunes, mais quand vous voyez les meetings politiques de la primaire en France, la moyenne d'âge est de 79 ans. C'est sûr que nous sommes des petits bourgeois repus face aux révolutionnaires transhumanistes de la Silicon Valley, qui veulent changer notre ADN, nous mettre des chromosomes nouveaux, nous mettre, etc. Il va être compliqué pour nous, en tant que nation, au pluriel, vieillissante, de lutter contre les nouveaux fantasmes démiurgiques de la Silicon Valley. Je ne sais pas si nous allons vers une utopie magnifique ou vers une dystopie, vers un univers pavé de rose ou vers un mélange de 1984, du meilleur des mondes, de Minority Report et de Bienvenue à Gattaca. L'avenir n'est pas écrit, et c'est à nous, par la politique, de l'écrire. Certains proposent de démanteler Google. Certains espèrent qu'un tremblement de terre pourrait détruire la Silicon Valley, mais elle ne mettrait pas très longtemps à être reconstruite. Certains envisagent qu'il y ait, comme au XIXe siècle, des mouvements anti-technologie. Vous savez, les Luddites, ça c'est Captain Lod, c'est celui qui incendiait les usines de textile. Dès qu'il y avait une usine de textile quelque part, Lod les incendiait. Certains espèrent l'arrivée de néoludites qui détruiraient les centres génétiques, les centres neurotechnologiques. Vous savez que c'est ça qui a donné en français le mot sabotage. Car à Lyon, les canuts de Lyon ont fait la même chose un petit peu plus tard, et ils en avaient marre de prendre les métiers à tisser, de les mettre dans la Saône, c'était lourd à porter. Donc à la fin, ils prenaient leurs sabots et ils les jetaient dans les métiers à tisser, et ça cassait le mécanisme des métiers à tisser. Ils avaient fait un sabotage, et le mot est resté. Il y a eu dans le passé des gens très conservateurs. Le patron de Yale s'est opposé à la vaccination contre la variole toute sa vie, en expliquant, si Dieu a décidé que quelqu'un doit mourir de la variole, il serait immoral de se servir de l'astuce de la vaccination pour s'opposer à la maladie. Nous ne pouvons pas exclure qu'il y ait demain des oppositions bioconservatrices
aux technologies NBIC, à la Silicon Valley, aux transhumanistes très violentes. Et on a pu voir lors de l'invasion, enfin ça c'est juste avant, lors de l'invasion par l'État islamique, Daesh, etc. du Mali, avant que les Français interviennent, le retour de techniques assez peu technologiques. Vous remarquerez juste, c'est une remarque de chirurgien, les islamistes ne sont pas très bons sur le plan chirurgical. Pourquoi ? Pourquoi tout ça ? C'est une vraie question. Finalement, le transhumanisme, c'est la religion 3.0. La première religion, c'est le chamanisme et les religions polythéistes. La religion 2.0, c'est les religions du livre, monothéistes. Et là, nous avons une nouvelle religion, c'est l'homme-dieu, l'homme tout-puissant par la technologie. D'ailleurs, Ray Kurzweil, le directeur du développement de Google, expliquait récemment « Dès 2030, nous deviendrons godlike, démurges. Grâce à la connexion de notre cerveau au cloud computing, nous sommes là face à la volonté de créer un homme-dieu, de créer une nouvelle forme de religion. Le transhumanisme n'est pas uniquement un business, c'est aussi et surtout une nouvelle religion. » Les transhumanistes, d'ailleurs, ont un objectif final, c'est d'empêcher la mort de l'univers dans à peu près gogol années, c'est-à-dire 10 puissance 100 années, ce qui est un objectif lointain, mais s'opposer à la mort de l'univers est compliqué, il faut se préparer tôt. Je vais terminer par une minute de conclusion qui va directement concerner votre école. Certes, le futur n'est pas un long fleuve tranquille, mais il y a d'ici là de belles opportunités pour les gens qui sont innovants, créatifs et qui connaissent bien la data. Votre métier, c'est le neurohacking, la création, le marketing, c'est influencer l'autre. C'est donc hacker son cerveau. Vous êtes des neurohackers. Vous n'êtes que ça, ou alors vous êtes mauvais. Le marketeur, le créatif, hack le cerveau de l'autre. C'est du hacking légal, c'est du hacking moral, mais c'est quand même du hacking. Le hacking, il a toujours existé, le hacking du cerveau. Les conférenciers sont des hackers, les hommes politiques sont des hackers, les James Bond est un hacker, les politiques sont des hackers. Alors, c'est plus ou moins légal, plus ou moins immoral, mais la justice aussi, c'est du neurohacking. L'école, c'est du neurohacking. Apprendre quelque chose à quelqu'un, c'est bien hacker son cerveau. La drogue, c'est du neurohacking. Le vin, c'est du neurohacking. La psychanalyse aussi. Les sectes. Vous avez vu que Jean Vuarnet est mort. C'est lui qui avait perdu sa famille, qui avait été brûlé par la secte du Temple solaire, pas loin d'ici, par un médecin suisse devenu fou, qui d'ailleurs s'était suicidé avec les autres. Eh bien, maintenant, nous allons avoir d'autres techniques plus technologiques de hacking cérébral, l'intelligence artificielle, plein de devices, l'ADN, des technologies d'interfaçage de notre cerveau avec des dispositifs électroniques. C'est votre univers, c'est votre terrain de jeu. Vous êtes les neurohackers de demain. Vous avez un boulevard. Je vais même aller plus loin. Vous êtes finalement les descendants de Johnny Ive, qui est le responsable en chef du design chez Apple. C'était l'héritier spirituel de Steve Jobs, même si Steve Jobs a donné le pouvoir à Tim Cook, qui était plus organisé sur le plan financier et industriel. Demain, vous allez, grâce à la fusion entre l'art, la créativité, les devices électroniques et votre maîtrise de la data et de l'intelligence artificielle, vous allez être l'un des derniers bastions à ne pas être challengé par l'intelligence artificielle. Vous allez être parmi les derniers à être substitué par l'intelligence artificielle. Vous avez l'un des derniers métiers protégés de l'intelligence artificielle. Je vous remercie. Vous avez des questions ? On peut laisser la slide d'avant ? On peut laisser la slide d'avant ? Est-ce qu'on peut remettre la slide d'avant qu'ils aient mon Twitter et mon adresse mail s'ils veulent les documents dont j'ai parlé. Voilà, et Laurent répond personnellement, je peux en témoigner. Alors,
Des questions pour Laurent, parce que même si on est en retard, je pense qu'on ne peut pas gâcher notre plaisir. Y a-t-il des questions pour Laurent? Chauffez-vous, il y en a une là. En attendant, Laurent, si tu peux tweeter Mark Zuckerberg, parce qu'on a un petit problème de grippe en France, si vous avez bien vu. Il veut éradiquer les maladies. Ah, c'est bon, il y a un micro. Excusez-moi, il y a des mineurs dans la salle, je n'avais pas vu pour les photos. Je demande pardon aux parents, on m'avait dit que c'était des étudiants majeurs. Je savais pas qu'il y avait des gens au berceau. Il voit pire sur Snapchat. Présentez-vous. Bonjour, enchanté. Merci pour cette présentation. J'ai une question sur la vision de l'humain 2.0 auquel j'adhère, même si c'est cyclique et voilà, on verra. Vous en avez parlé, mais plus en profondeur, qu'est-ce que vous pensez? Il y a des équipes à Harvard qui prévoient en 2040 l'immortalité, mais avec des freins importants. Alors le cerveau, on voit la médecine, on utilise, j'ai ma petite fille qui était malade, la pénicilline qui existe depuis 1940, on n'a rien inventé depuis, vraiment ça fonctionne. Et surtout les cyberattaques, les gens qui ont 2 milliards sur Yahoo de comptes hackés, donc tout ça va créer aussi une nouvelle ère de destructeurs en fait de tout ça. L'idée selon laquelle on rentre dans un univers pavé de roses, sans danger, un long fleuve tranquille, c'est le contraire de ce que j'ai dit. Donc les dangers des technologies dont on parle, les dangers de l'idéologie transhumaniste, ils sont immenses, on commence à peine à les imaginer. Souvenez-vous, les premiers virus informatiques ont 25 ans. Avant, on ne savait même pas ce que c'était. Aujourd'hui, on a des millions d'attaques sans arrêt qui sont contrebalancées par des dispositifs qui marchent plus ou moins bien. Donc effectivement, nous avons des menaces multiples, des menaces sur notre cerveau, sur notre ADN. Certaines de ces menaces, nos enfants, nos petits-enfants les considéreront comme superbes et pas du tout comme des menaces. Et je suis très étonné de voir que mon petit dernier, quand je lui parle d'avoir des chips dans le cerveau, il me dit « mais en gros, t'es un vieux con, papa. Ce serait super d'être directement connecté au cloud computing. Ce serait beaucoup plus pratique que d'aller chercher sur Google sur mon iPhone 7. » Il est probable que les jeunes générations vont considérer que certaines des menaces qui nous font peur sont en fait le nouvel état du monde, et je pense que les prochaines générations vont être majoritairement ultra transgressives. Une autre question pour Laurent? Un micro ici, là, devant. Je vois que je vieillis, je n'ai dépassé mon temps de parole que de 28 minutes. Tu as fait pire, Laurent. Je fais toujours pire. Emmanuel Bécourt, j'ai une question. Il y a une chose dont on n'a absolument pas parlé, c'est l'utilisation des ondes 4G, Wi-Fi, RFID et autres pour alimenter le big data. Ouais. Et comme vous êtes médecin, j'avais une première question qui est un bullet point, c'est cerveau et multiplication des ondes. Ondes et big data, et le transhumanisme visera peut-être la mort de la mort, mais est-ce que les ondes délétères fera de nous des mutants résistants ou des gens qui auront une espérance de vie en baisse? Alors, vous avez peut-être vu, mais j'ai fait un papier dans Le Monde avant-hier sur les LED et la rétine. Mais les LED, c'est pour la lumière, c'est pas les ondes. Alors sur les ondes, d'un point de vue théorique, on pourrait imaginer plein de mauvaises actions des ondes, et on a d'ailleurs beaucoup cru que ça augmentait les cancers cérébraux. En réalité, dans les statistiques, on ne voit pas ça. Vous voyez, c'est comme la vaccination contre l'hépatite B, on a cru en France qu'elle donnait la sclérose en plaques. À l'échelle mondiale, il n'y a pas d'augmentation de la sclérose en plaques alors qu'on a vacciné 2 milliards de personnes contre l'hépatite B. Donc avec 25-30 ans de recul, maintenant on est sécure. Vu le nombre d'utilisateurs du téléphone portable et vu le temps qu'on passe avec notre téléphone portable par jour, vu le nombre de téléphones portables sur Terre, vu le nombre de téléphones portables utilisés par des jeunes enfants, s'il y avait une toxicité très importante du Wi-Fi et des ondes, on serait tous clamsés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun effet délétère. Ça ne veut pas dire. Ça veut dire que s'il y avait un effet majeur, on serait très très mal. On aurait tous des cancers du cerveau parce qu'on est soumis à un bain d'ondes que vous n'imaginez pas. Alors après, il y a les gens qui ne supportent pas les ondes. Vous savez, les gens qui se mettent dans des cages de Faraday, tout ça. Alors, entre nous, et ça leur fait beaucoup de peine, il ne faut pas leur dire, ce sont des hystériques. Parce que dans 100% des cas, quand on a testé, on aveugle ces gens-là. C'est-à-dire, on les met à côté d'un émetteur, puis après on éteint l'émetteur, ils ne se rendent pas compte. Quand on rallume l'émetteur, ils ne se rendent pas compte. Donc ça prouve bien que c'est un phénomène hystérique et pas un phénomène naturel. Sinon, ils se rendraient compte et ils n'auraient plus les symptômes qu'ils ont quand on coupe le robinet à Wi-Fi.
Il faut savoir qu'en France, le plus grand scandale qu'il y a eu sur les ondes, c'est quand Orange avait installé des bornes puissantes à côté d'une école maternelle. La maîtresse a commencé à être très malade, les parents étaient gênés quand ils allaient chercher les enfants à l'école, il y avait plein de saignements de nez. Il y avait un effet catastrophique de l'émetteur. Les parents pensaient qu'il était mal réglé trop fort, tout ça. Ça a été un scandale qui est allé jusqu'au journal télévisé. Les antennes n'étaient pas branchées, il n'y avait pas encore le courant électrique. Donc les enfants saignaient du nez, alors qu'il n'y avait même pas encore la prise électrique, EDF n'avait pas raccordé la borne Orange. Donc on a là-dessus beaucoup de phénomènes hystériques. On l'a vu avec d'autres technologies. Il y a des gens qui étaient malades et qui avaient des migraines terribles à cause de la radio, qui avaient des règles douloureuses à cause de la radio dans les années 20, etc. Je ne crois pas qu'il y ait d'effet majeur des ondes, mais je le répète, il faut suivre les cohortes. Peut-être qu'on va observer quelques petits effets. Jusqu'à présent, on ne les a pas vus. Une dernière question pour Laurent. Oui. Il y en a deux. Tu es gourmand, Laurent. Je vous remercie, Peter Lonsli, Ferney Voltaire, co-constructeur du Grand Genève. Vous avez interpellé les politiques. Que peuvent faire, quelle est la responsabilité du politique face à la neurorévolution que vous avez décrite avec brio? Le gouvernement genevois a nommé hier un nouveau responsable délégué à la nouvelle économie, Nicolas Nicli, peut-être qu'il sera parmi nous cet après-midi. Voilà ma question. Et ma voisine de droite. Je pense que la responsabilité des politiques est écrasante. Je pense que nos élites ont failli. Je pense que nous élisons des technophobes vieux cons. Je pense que la classe politique vit dans un autre monde. Et je dis ça alors que je suis énarque. Je ne suis pas un poujadiste anti-politique. Je mesure la complexité du politique. Mais il se trouve que la classe politique aujourd'hui a un business model, la réélection, qui n'est pas le business model qu'il faut avoir quand il y a une révolution politique et philosophique et technologique comme nous l'avons aujourd'hui. Nous sommes face à une révolution idéologico-technologique qui nécessite une révolution dans nos élites. Nos élites politiques ont failli. Et elles nous emmènent, nous, au Brexit, à Trump et à des mouvements populistes pires dans les décennies qui viennent. Car lorsque l'opinion publique va comprendre ce qui se passe en termes de déclassement de l'Europe face à l'Asie, ça va se passer très mal. Quand l'opinion publique, les petites classes moyennes vont comprendre que les enfants n'auront pas leur place dans une économie du savoir, ça va très mal se passer. Alors, des endroits comme la Suisse sont plutôt protégés car vous avez un système sage et vous avez beaucoup misé sur l'éducation. Mais dans le 9-3 en France, ça va très mal se terminer. Les politiques ont conduit à une situation révolutionnaire. Pas une révolution d'extrême gauche, une révolution populiste, qui peut d'ailleurs déboucher derrière sur une révolution d'extrême gauche quand les gens comprendront que les populistes n'ont pas de solution magique. Donc oui, la responsabilité des politiques, elle est écrasante, mais les politiques ne sont rien sans nos votes. C'est nous qui les élisons, nous ne sommes pas en dictature. Donc la responsabilité ultime, elle est à nous. Et il va falloir que nos populations vieillissantes s'intéressent aux technologies, comprennent les enjeux et élisent des hommes qui comprennent les enjeux technologiques et philosophiques sous-jacents. Sinon, le déclin de l'Europe est inévitable. Et nous allons vers de graves crises politiques. Car toutes les technologies dont nous parlons doivent avoir une régulation, une gouvernance, une police. Il faut organiser la société pour supporter ce tsunami technologique, ce que nous ne faisons pas, alors même que le tsunami est juste devant nous. Nous devons changer nos élites. Nous devons choisir des élites qui comprennent ces enjeux. Et, comme on dit chez vous, il y a le feu au lac. Alors je sais, c'est très frustrant, mais il va falloir s'arrêter parce que sinon on va manger sur la pause, sur les autres intervenants, etc. Félicitations Laurent, on peut encore applaudir.